Il y a plusieurs années, des cercles mystérieux d'origine inconnue ont commencé à apparaître dans les champs d'Angleterre et de Finlande. Ces formations, connues sous le nom de clairières noires, ont attiré l'attention tant des scientifiques que des amateurs de mystère. On les appelait des dessins de poussière. Et malgré les tentatives de trouver une explication scientifique, de nombreuses personnes les perçoivent comme un avertissement écrit d'une intelligence extraterrestre. Ce phénomène peut être caractérisé comme un message en provenance de l'espace. À la fin des années 80 du siècle dernier, la magie ancienne des chants anglais a ressurgi sous de nouvelles formes. De nombreux rapports faisaient état de disques argentés planant au-dessus de la campagne. La ville de Warminster a acquis la réputation d'être la base anglaise des ovnis, car c'est là qu'on a enregistré le plus grand nombre de leurs apparitions. Un intérêt particulier a été suscité par les rapports constants d'observation d'un objet sphérique avec une lueur dorée argentée. Avec l'apparition des ovnis a commencé une mystère liée aux premiers rayons du soleil, lorsque des preuves matérielles d'une invasion extraterrestre ont été découvertes. Les champs de blé environnants étaient tracés par la main d'un géomètre invisible, et les plantes avaient pratiquement échappé à tout dommage, s'étalant à plat sur le sol. Un dessin typique d'une clairière noire peut être représenté sous forme de cercles, d'ovales, d'anneaux et de rayons divergents. Ces cercles, ou soi-disant symboles de poussière, illustrent de manière éclatante le lien possible entre les ovnis et de nombreux signes mystérieux à la surface de la Terre. Cependant, existe-t-il un lien réel entre les clairières noires et les ovnis ? Colin Andrews, président de l'Association internationale pour l'étude du phénomène des cercles, note que depuis le début, les clairières noires ont été mentionnées en relation avec des rapports d'aérophénomènes. Selon la plupart des observations, l'apparition des dessins a précédé une lueur sous forme de rayons et de petites lumières orange dansantes, passant directement au-dessus des champs, après quoi, en général, des symboles mystérieux étaient découverts. Néanmoins, le lien entre les clairières noires et les aérophénomènes n'est pas encore une preuve de l'origine extraterrestre des dessins géométriques. À la recherche d'autres preuves, il convient de se tourner vers Stan Gordon, le plus grand spécialiste des lieux d'atterrissage des ovnis. Il souligne plusieurs sites découverts en Pennsylvanie et à travers le monde. Le plus souvent, il s'agit de plateformes rondes ou ovales, avec une végétation détruite, dont la surface est brûlée ou carbonisée. Allen Hynek, le père de l'ufologie moderne, fournit une description d'une plateforme d'atterrissage d'OVNI au Canada, étonnamment similaire aux clairières noires des champs anglais. Il décrit comment les 5 objets se sont élevés dans les airs en même temps, laissant sur place un cercle de 3 mètres de diamètre recouvert d'herbe. Cependant, cela signifie-t-il que tous ces phénomènes sont causés par des soucoupes volantes, ou existe-t-il une explication plus simple ? Selon la version officielle du gouvernement britannique, les trous noirs apparaissent sous l'effet de complexes tourbillons atmosphériques. Cette théorie, conçue pour maintenir le calme du grand public, ne résiste pas à l'examen critique du point de vue de la théorie des tourbillons atmosphériques. Les tourbillons se forment sous l'effet de l'induction thermique de la lumière du jour sur les pentes des montagnes et dans le sud de l'Angleterre, même un petit monticule est rare. De plus, la plupart des trous noirs apparaissent la nuit. Peut-on expliquer de tels motifs complexes par un caprice de la nature ? Regardez comme l'artiste invisible est précis. Quel bord régulier. Ce serait un complet non-sens d'affirmer que c'est le résultat de tourbillons atmosphériques. Donc, les motifs ont été créés par un objet mécanique contrôlé. Il existe de nombreuses théories sur l'origine des cercles de culture. Une des explications les plus récentes est l'essai d'armes spatiales de haute précision dans le cadre du programme américain SOI. Selon cette théorie, le gouvernement britannique lui-même dessine les champs environnants à l'aide de satellites et de technologies laser. Pour 2 raisons. Beaucoup sont sceptiques quant à l'hypothèse de l'origine des trous noirs. Premièrement, l'apparition de ces formations mystérieuses a été enregistrée dès 1946, c'est-à-dire bien avant le début de l'exploration spatiale. Deuxièmement, il serait beaucoup plus simple de mener de tels essais sur des terrains d'essais de bases militaires ou d'autres zones protégées, plutôt que sur le bord des routes. Il est difficile de croire à une telle irresponsabilité de la part des développeurs de technologies de haute précision. Néanmoins, il existe aussi des explications alternatives. Certains affirment que l'apparition des cercles est liée aux jeux nuptiaux des hérissons et des dégradés. En effet,
En y croyant, on peut aussi en venir à la conclusion sur les soucoupes volantes. Cependant, de telles théories ignorent la version la plus simple. Quelqu'un a simplement décidé de faire une blague. En 1990, deux Anglais, Duke et Dave, ont avoué que les mystérieux cercles de culture dans les champs avaient été créés de leurs mains. Cependant, ils n'ont pas expliqué comment ils avaient réussi à être en une nuit en Angleterre, en Amérique et en Russie, à réaliser 15 dessins sans casser une seule brin d'herbe. Pendant que certains croient à l'origine des saisines extraterrestres des trous noirs, d'autres revendiquent des droits d'auteur sur eux. Linda Moulton Howe, conférencière sur les problèmes des ovnis, se souvient qu'à l'automne 1990, la presse mondiale s'est tournée vers ces deux gentlemen pour expliquer le mystère des dessins dans les champs. Selon leur dire, ils avaient des planches ordinaires avec lesquelles ils tournaient en rond et créaient des figures géométriques. Ces gars-là ont attiré l'attention des médias qui ont annoncé la résolution du mystère des cercles de culture. Cependant, il est difficile d'imaginer que deux jeunes hommes aient réussi à créer 15 dessins en une nuit tout en restant invisibles. Comment ont-ils pu, en une courte nuit d'été, réaliser des chefs-d'œuvre tels que le Château Barbare, alors qu'une équipe entière d'artistes n'aurait pas pu le faire en une semaine? George Knepp, journaliste et chercheur, note que les cercles dans les champs apparaissent partout dans le monde. Aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon et les mêmes dans l'ancienne Union soviétique. Il serait absurde de les considérer comme le résultat du travail acharné de deux fêtards anglais. De nombreux experts en cercle de culture sont frappés par la précision millimétrique de l'exécution des figures géométriques. Duke Bauer et Dave Carelli, bien sûr, ont pu réaliser une partie du travail, mais trouver des centaines de complices à travers le monde semble peu probable. Il existe des subtilités qui permettent de douter de l'origine terrestre des cercles de culture. Leur structure complexe et leur agencement ne ressemblent pas à un simple piétinement dans le sol. L'analyse chimique des céréales indique également la nature non humaine des cultures dans le cercle. Il n'est un secret pour personne que chaque plante sur Terre possède une certaine énergie. Dans le cadre d'une analyse non conventionnelle, des cristaux d'amidon provenant de grains trouvés dans les cercles de culture ont été étudiés. La structure cristalline a subi des modifications qui n'avaient pas encore été rencontrées dans la pratique. Les transformations chimiques et biophysiques au niveau moléculaire ont peu de chances d'avoir été planifiées par Duke et Dave du sud-ouest de l'Angleterre. Ils n'expliqueront pas ce qui se passe partout, y compris dans les rizières au Japon. Les formes géométriques précises, l'entrelacement astucieux des herbes et les changements dans l'organique des plantes amènent à penser à l'implication de forces anormales dans la création des cercles de culture. À la surface des cercles, les experts ont noté une augmentation du fond des radiations micro-ondes. Bien que leur source puisse être tout à fait terrestre, nous sommes habitués au four à micro-ondes et à la télévision par satellite. Il est possible que des ondes pacifiques, portant par exemple un appel téléphonique, aient simplement été oubliées dans les champs, ce qui a conduit à la formation de motifs complexes. Si cela est possible, alors il convient de considérer les ovnis comme non impliqués dans de tels phénomènes. Cependant, il reste des photographies et des milliers de témoins ayant observé des objets non identifiés à proximité immédiate des cercles ou des endroits où ils apparaissaient par la suite. Un jour, un groupe de 8 experts, engagés par le gouvernement des États-Unis, est arrivé dans un champ de blé à Olsen Barnes, près du célèbre Stonehenge, où une grande clairière avait été trouvée. Soudain, un hélicoptère de combat anglais chargé d'instruments a survolé leur tête. Il s'approchait de plus en plus, et les témoins ont d'abord pensé qu'il allait photographier les mystérieux cercles dans les champs. Cependant, lorsque l'hélicoptère s'est retrouvé à proximité immédiate, il est devenu clair que son but était de les chasser. Un des témoins, qui avait vécu dans cette région pendant 48 ans, a déclaré « Je n'ai jamais vu ça auparavant ». Une onde de choc soudaine a renversé la haie juste devant leur voiture. Peu après, un deuxième hélicoptère est apparu, et les deux ont continué à les poursuivre sur l'autoroute, volant le long de la bordure et essayant de les pousser plus loin. Après un arrêt, l'un des hélicoptères a pris du retard et s'est dirigé vers un objet sphérique scintillant, d'un diamètre d'environ 50 cm. Les témoins ont perdu l'objet de vue plusieurs fois, mais il est rapidement réapparu lorsque l'hélicoptère a tenté de manœuvrer autour de lui pour l'examiner sous tous les angles. Le deuxième hélicoptère, probablement sous ordre de couverture,
a vu la sphère lumineuse juste devant eux. Puis, comme par magie, la sphère a disparu. Et les hélicoptères, après avoir passé encore quelques minutes au-dessus du lieu de l'incident, se sont envolés. Le témoin a réfléchi. Si l'on y pense bien, il est probable que nous étions des invités inattendus dans un endroit où il faisait quelque chose avec la petite sphère lumineuse dont les habitants nous avaient déjà parlé. À ce moment-là, 2 grands dessins étaient apparus dans les champs. Et le lendemain, des cercles encore plus grands étaient découverts dans la même région. Cela a conduit à penser que le gouvernement sait quelque chose qu'il essaie de cacher au public. Depuis le début des années 90, le nombre d'observations d'hélicoptères a augmenté de manière exponentielle. Il ne se passe pas un jour sans qu'il n'y ait quelque chose de nouveau en Angleterre. Parallèlement, la taille et la complexité des dessins eux-mêmes augmentent. Si l'on croit à l'implication des ovnis, alors les pilotes extraterrestres ont changé leurs habitudes, car dans le passé, ils cherchaient toujours à rester inaperçus et à ne laisser aucune trace. Maintenant, cependant, ils semblent délibérément laisser des empreintes digitales sur les lieux du crime. Des témoins affirment que les anciennes pelouses sont créées par des phénomènes aérospatiaux, qui pourraient être des engins volants d'extraterrestres. Mais est-ce vraiment le cas ? Tout ce que l'on sait sur les auteurs des mystérieux cercles repose sur les récits des témoins. Une jeune fille a signalé avoir observé un objet sphérique émergeant d'un faisceau lumineux d'un blanc éclatant, qui a traversé le ciel crépusculaire et s'est posé sur un champ près du tumulus ancien de Soborich Hill. Le lendemain matin, un dessin en forme de croix celtique a été trouvé à cet endroit. Les témoins ont tendance à croire davantage leurs yeux que leurs oreilles. Cependant, dans le cas des cercles de culture, tous les témoignages semblent crédibles. Beaucoup de ceux qui ont observé la formation des cercles n'ont vu ni disques argentés ni sphères flottant au-dessus du sol. Ils avaient simplement l'impression que les épis tombaient d'eux-mêmes, comme des dominos. Plus de 70 descriptions de tels cas ont été accumulées, recueillies à travers le monde. Les témoins notent souvent des bourdonnements inhabituels et voient les herbes vibrer. Puis, tout se produit instantanément, comme par magie. En moins de 15 secondes, les herbes se plient et se couchent au sol. Beaucoup voient des objets lumineux en forme de sphère et de ring et de virage aussi manœuvre au-dessus du terrain. L'apparition d'une sphère dorée et une puissante explosion, dont le tonnerre coïncide avec la formation des cercles, sont souvent mentionnés. Qu'est-ce que cela signifie ? Un argument pour ou contre la théorie des ovnis. Selon de nombreux témoignages, des objets non identifiés, après avoir effectué un atterrissage, disparaissent ou deviennent invisibles. Restant dans l'ombre, ils continuent de poser des énigmes. Peut-être ont-ils leur raison. Le seul témoignage auquel les gens croiront sera l'observation d'un groupe d'experts spécialement organisé. En été 1991, des chercheurs sur les phénomènes des plages de poussière ont organisé des pointes d'observation dans plusieurs provinces anglaises. Le 22 juin, 3 observateurs ont remarqué une sphère dorée brillante, passant à toute vitesse devant eux. Le matin suivant, de nouveaux dessins ont été découverts à 1 km d'eux. Colin Andrews et son équipe se sont révélés plus chanceux. Il se souvient, nous nous étions bien préparés pour l'opération. Nous avons installé des radars, des caméras de vision nocturne, des émetteurs infrarouges et même emmené quelques chiens d'une ferme voisine sur le terrain. Nous avons surveillé chaque mètre carré avec nos appareils, de sorte qu'aucune créature vivante ne pouvait pénétrer là sans notre connaissance. Cependant, tôt le matin, tout était enveloppé de brouillard et l'équipement s'est tu. Lorsque le brouillard s'est dissipé, un nouveau dessin a été découvert au centre du champ. Que signifient donc ces dessins ? Peut-être que ce message de l'humanité provient d'autres formes de vie intelligentes. Au fil des ans, les dessins sur les champs de culture ont évolué, devenant de plus en plus semblables à des pictogrammes. Un nouveau terme est même apparu, les agroglyphes, ou, littéralement, les écritures de poussière. Si ce sont des symboles créés artificiellement, ils doivent signifier quelque chose. Les agroglyphes pourraient être des formes de communication extraterrestre. De quoi parlent-ils donc, ces mystérieuses écritures ou dessins qui nous parviennent de l'espace ? Si les agroglyphes sont des formes de langage interplanétaire, pouvons-nous les déchiffrer ? Beaucoup pensent que la signification des dessins sur le terrain est d'une manière ou d'une autre liée aux endroits où ils sont trouvés. Par exemple,
En Angleterre, la plupart des dessins de poussière se trouvent près de Stonehenge et de Silbury Hill, l'un des plus anciens tumulus en Europe. Il a également été remarqué que les agroglyphes les plus connus sont orientés selon leur axe en direction du tumulus de Silbury Hill. Étant donné que Stonehenge et Silbury Hill sont des monuments d'une ancienne culture avec des connaissances astronomiques étonnantes, on peut supposer que ce savoir a été interprété par les anciens peuples à travers les dessins de poussière. En croyant que des ovnis ont survolé l'Angleterre tout au long de son histoire, on peut expliquer une autre coïncidence. En juin 1991, des sphères dorées ont été aperçues au-dessus d'une colline qui, des centaines d'années auparavant, avait été nommée le Charme d'Or. Peut-être que quelqu'un essaie depuis longtemps de prendre contact avec nous, mais nous n'avons pas encore la clé pour accéder à cette information. Colin Andrews déclare « Je suis convaincu que les dessins dans les champs sont des écritures, mais ce n'est pas un langage logique. C'est un message de notre subconscient, un rappel que nous avons un jour émergé d'une seule race universelle d'êtres intelligents. » Il ajoute que les petits gris contrôlent la vie terrestre depuis des milliers d'années. Si des extraterrestres essaient de communiquer avec nous, il est bon que cela se fasse par le biais de symboles de communication et non d'armes. Peut-être que des négociations sont déjà en cours à un niveau élevé, mais les autorités s'en taisent. N'est-il pas temps pour nous de commencer à déchiffrer les messages cosmiques vieux de milliers d'années ? Chaque année, les messages deviennent de plus en plus complexes. Peut-être que bientôt les émissaires eux-mêmes apparaîtront. Quoi qu'il en soit, ils se rencontreront sûrement avec nous sur les pages de l'émission Les Journaux des OVNIs. Le gouvernement des États-Unis cache des informations cruciales sur les OVNIs. Le projet secret Livre Bleu est devenu un réceptacle de mystères inaccessibles aux simples mortels. Pourquoi ce projet a-t-il finalement été abandonné ? N'est-ce pas parce que les militaires craignaient une fuite d'informations ? Aujourd'hui, dans l'émission Journaux des OVNIs, nous allons tenter de découvrir ce qui se cachait réellement derrière le projet Livre Bleu. Le mystère des ovnis ne laisse pas les gens en paix à travers le monde. Quels sont ces objets ? D'où viennent-ils ? Et surtout, pourquoi ? Peut-être que des centaines d'objets volants observés par des témoins ont une origine tout à fait triviale. Ou bien sont-ils vraiment venus de l'espace ? Si les ovnis sont effectivement des appareils extraterrestres, que pense le gouvernement de la Terre à ce sujet ? Qui sont-ils par rapport à nous ? Ennemis ou amis ? Et qu'en est-il de notre histoire ? Avons-nous toujours été gouvernés par des terriens ? Au cours des 50 dernières années, le gouvernement américain a modifié plusieurs fois sa politique concernant les ovnis. Tout a commencé en 1947, lorsque le pilote privé Kenneth Arnold survolait l'État de Washington. Il a vu 9 objets étranges qui se déplaçaient en formation au-dessus du mont Rainier. Au départ, Arnold a pensé qu'il s'agissait d'avions, mais leur comportement ne correspondait absolument pas aux manœuvres habituelles des aéronefs. En atterrissant à Yakima, dans l'État de Washington, il a raconté aux journalistes que ces objets sautaient comme des assiettes sur l'eau. Le colonel à la retraite de l'US Air Force Wendell Stevens a noté que l'histoire d'Arnold a rapidement fait la une des journaux, qui ont commencé à utiliser des termes comme soucoupe volante. Stephen Randall, auteur du livre Histoire des crashs d'OVNI, a ajouté qu'Arnold était un homme d'affaires respecté et un pilote expérimenté dont personne ne doutait de son récit. En réponse à cela, l'US Air Force a publié une explication officielle, qualifiant l'observation de mirage, d'une sorte de fantôme flottant dans l'atmosphère. Depuis lors, des centaines de personnes ont commencé à signaler des phénomènes similaires. En septembre 1947, le lieutenant-général Nathan Twining a écrit au commandant des forces aériennes américaines, recommandant de mener une enquête officielle sur tous ces faits. Le 30 décembre de la même année, un nouveau projet secret a été approuvé, basé à la base Wright-Patterson à Dayton, dans l'État de l'Ohio. Les gens ont appris que les militaires avaient commencé à chasser les soucoupes volantes, et ils appelaient à ce projet soucoupe, bien que son nom officiel soit Projet Sign. Ce projet était conçu comme une tentative sérieuse de découvrir la vérité sur les ovnis, mais bientôt, des jeux de coulisses ont commencé, et il semblait que les militaires cachaient délibérément la vérité. La première chasse à un objet extraterrestre a conduit à des conséquences tragiques.
Le 7 janvier 1948, le capitaine Thomas Mantell a reçu l'ordre de poursuivre un ovni au-dessus de la localité de Woodmanel dans l'État du Kentucky. Lorsqu'il atteignit une altitude de 7,5 km, son avion et l'ovni disparurent des écrans radars, bien que par radio on entendit encore son rapport sur le rapprochement avec un énorme objet métallique. Ce furent ses derniers mots. Plus tard, à 5 heures de l'après-midi, le corps de Mantell fut retrouvé parmi les débris de son chasseur. Que s'était-il passé? L'avion de Mantell avait-il été détruit par l'OVNI? Robert Dean, chercheur et analyste, indiqua que les militaires avaient scellé et emporté chaque vis de sa machine. Pourquoi? Parce que le capitaine rapportait ouvertement ce qu'il avait vu de ses propres yeux, jusqu'à ce qu'il meure probablement d'un manque d'oxygène. Le responsable du projet déclara plus tard qu'il n'avait vu qu'une simple planète Vénus. Les forces aériennes inventaient de nombreuses explications pour la mort du capitaine Mantell, affirmant qu'il poursuivait Vénus, ce qui était une insulte à sa mémoire. On disait aussi qu'il était monté trop haut et qu'il avait manqué d'oxygène. Les militaires ont souvent recours à de telles explications lorsqu'il s'agit de Mantell. Toutes les déclarations publiques concernant le projet Sign venaient d'en haut, et c'est pourquoi la version de Vénus est apparue, puis celle d'une autre étoile. Le fait que les militaires aient tout attribué à Vénus montre qu'ils ne voulaient pas que la vérité filtre à l'extérieur. En 1947, les États-Unis se remettaient de la Seconde Guerre mondiale, tout en se préparant à une nouvelle guerre froide. Par conséquent, les forces aériennes ne pouvaient pas se permettre que quelque chose d'incompréhensible se produise dans notre ciel. Cependant, peut-être que les témoignages des témoins oculaires ne résistaient tout simplement pas à l'analyse. Les personnes du projet Sign continuaient à prouver l'absurdité de croire aux extraterrestres. Néanmoins, dans la nuit du 24 juin 1948, un événement se produisit qu'ils ne purent expliquer. Ce jour-là, une nouvelle ère dans l'histoire de l'ufologie commença, et cet événement changea toute la politique militaire concernant les ovnis. Qu'est-ce qui avait initialement modifié l'attitude sceptique des forces aériennes envers le phénomène ovni? Vers 2 heures du matin, le 24 juin 1948, des pilotes d'un avion à une altitude de 1500 mètres au-dessus de Mangumore, dans l'état de l'Alabama, remarquèrent un étrange objet volant. Un des passagers fut également témoin de ce phénomène. Tous affirmaient que ce n'était ni un avion ni un ballon météorologique. Lorsque les membres du projet Sign s'occupèrent de ce cas, il s'avéra que 2 autres personnes avaient également observé cet objet depuis la Terre. Expliquer ce qui s'était passé par un météore ou un mirage ne semblait plus possible. C'était un aéronef que l'humanité ne pouvait tout simplement pas construire en 1948. Cependant, qu'est-ce qui avait concrètement changé dans le fonctionnement du projet Sign après cet incident? Les problèmes ont commencé lorsque les participants au projet, pensant posséder toutes les informations accumulées par l'armée de l'air des États-Unis, ont soudain réalisé qu'on leur cachait quelque chose. Aucun des faits indiquant une origine extraterrestre des ovnis n'a été rendu public. Un ordre a été donné d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette information. En conséquence, il ne leur restait plus qu'à inventer des explications absurdes ou à se moquer ouvertement des témoins. Ils sont même allés jusqu'à accuser leur propre pilote de démence. Richard Hines, auteur du livre Projet Delta, partage son expérience. J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec des pilotes chercheurs. Et il y a des raisons à cela. Ils sont très bien entraînés et se trouvent dans des conditions de visibilité excellentes. Ils ont une excellente vue d'ensemble et la possibilité de commencer une poursuite à tout moment. Il y a une autre raison. À bord de l'avion, il y a des instruments qui captent l'énergie électromagnétique. De plus, ils peuvent toujours demander de l'aide par radio, y compris auprès des militaires. Donc, ils ne sont pas juste des témoins isolés, ils travaillent avec d'autres professionnels. Malgré cela, la question se pose. Pourquoi l'armée de l'air ne prend-elle pas ces témoins sérieux au sérieux? Beaucoup pensent que le gouvernement, comme tous les autres, cache la vérité sur les ovnis. Cela peut se comprendre. Les gens supposent que les autorités développent de nouvelles technologies dont il vaut mieux qu'ils ne sachent rien. Cependant, Heinz a un avis différent. Je pense que ce n'est pas le cas. Les autorités ne veulent tout simplement pas admettre qu'il y a des choses contre lesquelles elles ne peuvent pas nous protéger. Le docteur David Jacobs, chercheur sur le phénomène des enlèvements, ajoute «
En 1948, le projet Grudge a élaboré une sorte de rapport sur ses activités. On ne sait toujours pas qui a rédigé ce rapport, mais il y était clairement indiqué que les ovnis ont une origine extraterrestre, que nous avons obtenu nos fusées Modern 2, etc. Ce rapport a été envoyé au commandant de l'armée de l'air des États-Unis, George Weinberg. Il l'a regardé et a dit que c'était de la pure folie. Ensuite, il a ordonné de détruire toutes les copies de ce document, et c'est pourquoi nous ne savons toujours pas ce qui était écrit. La question demeure. Si le rapport ne contenait rien de secret, pourquoi le détruire? À l'époque, le général Weinberg connaissait tous les secrets du gouvernement, y compris ceux qui étaient des mystères pour les membres du projet Grudge. Il est probable que le rapport ne lui ait pas été une totale surprise. Il savait déjà tout. Il ne lui restait donc plus qu'à détruire ce rapport. D'ailleurs, depuis lors, l'armée de l'air a adopté une politique de dissimulation. Tous les gouvernements du monde, y compris les États-Unis, s'efforcent de cacher des informations sur les ovnis. Mais pourquoi? Pourquoi lancer un projet coûteux, puis le fermer discrètement? Peut-être que les personnes impliquées dans le projet Cygne ont découvert quelque chose d'interdit. Après que le projet Cygne ait déplu à l'US Air Force, il a été rapidement fermé. Le projet Cygne a été remplacé par le projet Varchon, dans lequel d'autres personnes, plus têtues, ont commencé à travailler. Vicky Cooper Ecker, rédactrice en chef du magazine OVNI, note « Les militaires ont commencé à sélectionner des personnes qui acceptaient volontiers de prêcher l'origine naturelle des ovnis. » Ainsi, le projet Varchon est devenu simplement un autre écran de fumée. Et là, un autre incident s'est produit. En 1951, les installations radar du Fort Monmouth dans l'État du New Jersey ont détecté un groupe d'ovnis qui passait à grande vitesse au-dessus de la base militaire. Ces objets apparaissaient à plusieurs reprises dans l'espace aérien de la base et étaient observés depuis la Terre. À cette époque, le pays s'engageait dans le conflit coréen et la guerre froide durait déjà depuis 5 ans. Les militaires percevaient tout objet se déplaçant rapidement comme un missile ennemi. Cependant, ces missiles se déplaçaient à une telle vitesse qu'il était impossible de les intercepter. En enquêtant sur ce cas, de nombreux scientifiques gouvernementaux en sont arrivés dès le départ à la conclusion qu'il s'agissait de la présence d'une intelligence extraterrestre. En 1952, une véritable vague d'observations d'OVNI a été enregistrée. Les militaires se sont retrouvés dans une situation délicate, devant expliquer aux témoins qu'ils avaient simplement vu Vénus. Parfois, leurs explications étaient si absurdes qu'elles suscitaient le mécontentement du peuple américain. Même le projet Varchon n'a pas pu expliquer certains phénomènes étranges dans le ciel. Les gens étaient effrayés et se tournaient vers le gouvernement pour obtenir des éclaircissements. Malgré les efforts des militaires, ils n'ont pas réussi à transformer la situation en blague, et les rapports d'observation d'OVNI continuaient d'affluer de tous les coins du pays. En 1951, le projet Varchon a été transformé en projet Livre Bleu, qui a été créé pour rassembler et étudier tous les cas d'apparition d'OVNI. Le gouvernement a décidé de prendre au sérieux l'étude de ce phénomène, et l'US Air Force a promis de révéler la vérité. Dans les années 1950, le nombre de témoins d'OVNI augmentait, et les gens commençaient à se tourner vers le gouvernement pour obtenir des éclaircissements officiels. Ils s'attendaient à ce que ces éclaircissements proviennent de l'US Air Force. Cependant, comme l'affirmaient de nombreux ufologues, l'organisation créée à cet effet n'avait pas voix au chapitre. On lui dictait ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas raconter au public. En réalité, l'US Air Force s'occupait de cacher des informations aux journalistes et aux nouveaux témoins. Ils avaient reçu l'ordre de trouver toutes les explications possibles à l'apparition des ovnis qui ne correspondaient pas à ce que les gens avaient vu. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un M-OVNI, par exemple, d'une chaussure volante. Ainsi, ils tentaient de faire croire aux gens qu'on contrôlait la situation. Après 1953, le projet Livre Bleu avait complètement cessé de s'intéresser aux extraterrestres. Mais si les ovnis étaient vraiment des vaisseaux extraterrestres, comment pouvait-on garder cela secret? En 1952, le projet Livre Bleu vivait son heure de gloire sous la direction du capitaine Ed Ruppelt, qui voulait sincèrement percer le mystère des ovnis.
Mildred Bissell, représentante de MUFON dans l'État de l'Utah, était une personne sérieuse avec des idées peu sérieuses, selon le docteur Alan Hynek. Ruppelt ne différait guère de Hynek, qui avait commencé dans le projet Cygne en tant que principal astronome et était un fervent opposant aux ovnis. Au cours de leurs recherches, Ruppelt et Hynek étaient devenus convaincus de l'origine manifestement extraterrestre du phénomène ovni. Les événements de juillet 1952 avaient définitivement dissipé leurs doutes. Cette année-là, une véritable escadrille d'ovnis avait survolé le Capitole et la Maison-Blanche, observée par des pilotes, des opérateurs radars et de simples passants. Ces objets exécutaient des manœuvres inimaginables que nos avions à l'époque ne pouvaient pas réaliser. Exactement une semaine plus tard, le 26 juillet, les ovnis réapparurent au-dessus du Capitole. Lorsque des chasseurs furent envoyés en alerte, ils étaient encore dans les airs. Nos pilotes les poursuivirent un peu, mais, comme toujours, sans succès. Un engouement médiatique commença à ce sujet, et des demandes affluèrent au Pentagone. Que se passe-t-il? Qui nous a envahis? Où devons-nous fuir? Pendant ce temps, l'armée de l'air organisa une conférence de presse au cours de laquelle elle déclara qu'il n'y avait eu aucune attaque contre le Capitole, mais que c'était un simple mirage causé par des variations de température. Des courants d'air froid auraient soi-disant déformé les signaux radars, et ceux-ci avaient détecté de minuscules objets dans les airs. Quant aux témoins dans la rue, ils s'étaient simplement surexcités. Finalement, les membres du projet Livre Bleu se retrouvèrent dans une situation délicate, ne justifiant pas leurs efforts. Les appels au Pentagone affluaient en si grand nombre que l'armée de l'air et la CIA commencèrent à s'inquiéter que cela puisse miner la confiance des gens dans la capacité de l'armée à protéger le pays. En réponse, la CIA organisa une réunion secrète de scientifiques en janvier 1953, connue sous le nom de Réunion Robertson. Les participants à la réunion durent examiner d'énormes volumes d'informations collectées dans le cadre du projet Livre Bleu, y compris des dessins, des films et des enregistrements vidéo. En 12 heures, ils passèrent en revue 6 années de données et préparèrent leur rapport. Ce rapport est devenu le verdict officiel du gouvernement américain concernant les ovnis. Au départ, l'étude du mystère des ovnis était gérée par le projet de l'armée de l'air Cygne, puis par Grudge et Blue Book. La question se pose. Pourquoi la CIA a-t-elle décidé de commencer sa propre enquête? Blue Book a toujours été accessible au public, cependant, en réalité, personne n'avait l'intention de mener des recherches sérieuses. Il semble qu'il s'intéressait davantage à savoir si les ovnis représentaient une menace sous la forme d'une arme secrète soviétique. 5 scientifiques de premier plan ont tiré des conclusions étranges, décidant que ces objets n'avaient pas nécessairement d'origine extraterrestre. Ils ont en fait rejeté toutes les preuves d'une origine extraterrestre des ovnis. Bien que ce rapport ne soit qu'un morceau de papier, il menace la sécurité nationale. C'est à ce moment-là qu'un programme de désinformation a été lancé qui continue d'agir à ce jour. L'objectif était de convaincre les gens que les soucoupes volantes n'existent pas. La réunion Robertson a donné à l'armée de l'air une mission précise. Laisser le mystère des ovnis tranquille et se concentrer sur la réduction du nombre de rapports d'observation d'objets volants, éliminant ainsi la menace pour la sécurité nationale. Cela a suscité de vives critiques à travers le pays, et les militaires se sont retrouvés dans des relations tendues avec la presse. En conséquence, l'armée de l'air a cessé de s'intéresser à Blue Book, et en décembre 1969, le projet a été fermé. Cependant, les ufologues affirment que la situation est en réalité différente. Les militaires, la CIA, le FBI et d'autres agences gouvernementales continuent de s'occuper du problème des ovnis. La loi sur la liberté d'information ne donne pas beaucoup aux Américains, car dans la loi sur la sécurité nationale, adoptée pendant la guerre froide, il est clairement indiqué que toute information menaçant la sécurité de l'État doit rester secrète. La guerre froide est terminée et la question se pose. Contre qui combattons-nous maintenant? Pourquoi la loi sur la sécurité nationale est-elle toujours en vigueur? Pourquoi cache-t-il la vérité? Qui sont nos ennemis? Il semble que certains à Washington, en particulier ceux liés à la sécurité de l'État, considèrent le peuple américain comme leur ennemi. Les militaires disposent de documents prouvant que les ovnis sont apparus à plusieurs reprises dans notre ciel. Si le gouvernement pense qu'ils ne représentent pas de menace, cela suscite des interrogations.
Si c'est le cas, qui répondra à la question la plus importante. Pourquoi? La réponse est simple. Ils savent tout. Ils savent que des extraterrestres agissent sur Terre depuis 50 ans. L'armée de l'air pense que nous ne pourrions pas supporter toute la vérité. Et c'est pourquoi ils nous alimentent avec des histoires. Ainsi, le projet Livre Bleu reste un mystère bien gardé. Peut-être n'était-ce qu'un écran de fumée pour détourner l'attention du public, ou bien les personnes impliquées dans le projet se sont-elles trop approchées de la révélation du plus grand secret de l'humanité. Ce secret pourrait rester à jamais une tache blanche sur les pages des journaux des ovnis. Les astronautes américains gardent le silence sur les ovnis, craignant des accusations de divulgation de secrets militaires. Les images des satellites martiens ne sont pas toujours publiées, et l'agence NASA semble jouer à cache-cache avec des extraterrestres. Qu'est-ce que c'est? Une invention gratuite ou des faits criants? Aujourd'hui, dans l'émission Journaux des ovnis, l'histoire de l'exploration spatiale est examinée. Une histoire qui a commencé en 1961, lorsque Yuri Gagarin est devenu le premier homme à orbiter autour de la Terre à bord de la fusée Vostok 1. Il a été suivi par l'Américain Alan Shepard à bord du vaisseau Mercury, et la course à l'espace a commencé à prendre de l'ampleur. Le président américain John Kennedy a inspiré le projet le plus ambitieux de la fin des années 60, le débarquement d'un équipage américain sur la Lune. En juillet 1969, ce rêve est devenu réalité, et l'agence spatiale américaine NASA s'est affirmée comme l'autorité mondiale de premier plan dans l'exploration spatiale. Ce sont ces mêmes spécialistes qui devaient bientôt parler de l'existence d'une intelligence extraterrestre. On pensait que l'espace était rempli d'objets volants non identifiés. Les premiers cosmonautes partageaient souvent leurs impressions sur leur rencontre avec eux. Le journaliste ufologue George Knapp se souvient des mots de Gagarin. « Je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont incroyablement puissants. Je pourrais les décrire, mais il m'est interdit de le faire. » Gagarin n'a jamais obtenu l'autorisation. Les futurs astronautes américains ont également observé des ovnis avant même de sortir dans l'espace, lors de vols d'essai dans les couches supérieures de l'atmosphère. Vicky Cooper-Hecker, rédactrice en chef du magazine OVNI, note qu'au début des années 60, lors des essais des avions à réaction X-15, la tâche des pilotes était d'étudier les objets volants non identifiés. À l'époque, les ovnis n'étaient pas un secret, comme c'est le cas aujourd'hui. Gordon Cooper, l'un des pionniers de l'exploration spatiale et navigateur des vaisseaux Mercury et Gemini, a parlé ouvertement de ses rencontres avec des ovnis et a même tenté de prouver leur existence. Il a déclaré « Nous volons à des altitudes où l'homme n'est jamais allé et nous devons établir quelle créature passe près de nous en orbite terrestre. » Cependant, malgré son courage, Cooper s'est vite tu et n'a pas évoqué ses observations pendant 20 ans. La question de savoir pourquoi Cooper s'est tu reste ouverte. Il est possible que cela soit arrivé parce que personne n'a cru à ses récits, ou bien qu'il a été confronté à des pressions de la part de la direction. De nombreux ufologues estiment que la NASA a ordonné à Cooper et à ses collègues de se taire. Le chercheur et analyste Brad Dean affirme « L'agence NASA s'est ouvertement moquée de ses navigateurs. Dès que les gars revenaient de l'espace et balbutiaient au sujet des ovnis, la NASA leur fermait simplement la bouche, allant parfois jusqu'à des menaces directes. » Ainsi se dessine un tableau dans lequel la NASA envoie des pilotes explorer les couches supérieures de l'atmosphère et l'espace ouvert, rencontrant des ovnis dont on parle d'abord ouvertement, puis se taisant soudainement. Lorsque je rassemblais des matériaux sur les ovnis, le service de presse de la NASA m'a fourni les adresses des astronautes américains. J'ai écrit à tout le monde, posant la même question. Est-ce vrai? Mais personne n'a répondu. Personne ne m'a même traité de crétin. Il n'y a eu aucune réaction. Les personnes travaillant sur des projets spatiaux sont interdites de discuter de ce sujet, bien que tout le monde sache que des objets non identifiés ont été observés à plusieurs reprises dans l'espace ouvert. L'agence spatiale a des pouvoirs au niveau fédéral, allant jusqu'à l'emprisonnement. Si quelqu'un a eu un contact avec des extraterrestres, il est attendu une hospitalisation psychiatrique. Il est possible que la NASA ait effectivement des leviers d'influence sur les astronautes qui se vantent d'avoir eu une soucoupe volante à leur trousse. Bien que la loi oblige les services de presse de la NASA à signaler tout phénomène spatial, y compris ceux qui confirment l'existence d'extraterrestres, l'agence craint le plus le mot extraterrestre.
Pour masquer ses véritables objectifs, le projet Recherche d'intelligence extraterrestre a été hâtivement rebaptisé en scan haute résolution. L'agence continue de nier avec acharnement la possibilité de contact avec des extraterrestres. Peut-être joue-t-elle simplement à cache-cache avec eux? Sinon, pourquoi garder dans des dossiers secrets des élucubrations de cosmonautes qui peut-être ont un peu perdu la raison en orbite, ou au contraire, cacher des faits réels dont des millions de terriens n'ont que des soupçons? À quoi bon tirer les rideaux quand il fait déjà une obscurité totale dehors? Le docteur Richard Haynes, ufologue, note qu'actuellement, beaucoup disent que les autorités cachent la vérité sur les ovnis. Si c'est le cas, alors derrière le masque des ovnis se cachent probablement des technologies de pointe que l'on préfère garder secrètes. Les mythes ont toujours été créés au sommet de l'Olympe. Mais si ce sont vraiment des extraterrestres, alors les autorités ont simplement capitulé devant le fait de leur supériorité sur nous. Est-ce que cela signifie que le silence de la NASA est un calme avant la tempête d'une bataille spatiale, et que dans l'orbite de la Terre, assiégée par des extraterrestres, les vaisseaux s'organisent déjà en formation de combat? Il est intéressant de noter qu'une fois, une nouvelle information a failli provoquer un conflit entre les pays de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie. Un fait incroyable. L'agence NASA, au nom de la science, conquérant la Lune, accuse en même temps les ufologues d'hérésie. Il en va autrement lorsqu'il s'agit du développement d'armes ultra secrètes. Ici, tout est clair comme de l'eau de roche. Il est connu que la NASA est une organisation semi-militaire et qu'elle est principalement composée de militaires. Cela signifie qu'elle doit avoir ses propres secrets militaires. Peut-être que la NASA ne veut tout simplement pas que les faits qui lui sont connus deviennent du domaine public. L'ufologue Robertin, servant dans les forces de l'OTAN, a été initié à ce secret. En 1963, il a été affecté au quartier général des forces unifiées de l'OTAN à Paris, où il a appris l'existence d'une recherche commencée en 1961. Les relations avec l'Union soviétique étaient alors extrêmement tendues. Elles étaient au bord d'un conflit militaire, et l'une des raisons en était les étranges disques argentés qui survolaient de temps à autre le territoire soviétique et la zone du pacte de Varsovie. Ces objets passaient à une vitesse incroyable, à des altitudes inaccessibles. À un moment donné, les autorités soviétiques les prenaient pour des engins de l'OTAN, et l'OTAN, à son tour, pour des espions soviétiques. Mais il est vite devenu évident qu'aucune des parties ne maîtrisait les secrets d'une telle technologie. La question de la participation d'une tierce partie est ainsi restée en suspens. Selon Robert Dean, des scientifiques gouvernementaux ont conclu à l'origine extraterrestre des disques volants et au fait que les chances de les vaincre en conditions de combat sont extrêmement faibles. Il estime qu'aujourd'hui, certains représentants du pouvoir en savent beaucoup plus à ce sujet que tous les ufologues réunis. Pendant 50 ans, on nous a nourris de toutes sortes de contes, et ce n'est plus drôle. Les grandes puissances ont appris l'existence des extraterrestres au début des années 60. Il en découle que les premiers cosmonautes ont été préparés à ce genre de rencontres à l'avance. Cela signifie-t-il que l'agence NASA était déjà devenue à double visage à cette époque? Selon les ufologues, les victimes de la politique du silence ne sont pas seulement les cosmonautes, mais aussi les satellites spatiaux. Les mystérieux dessins découverts à la surface de Mars par le satellite américain Viking ont suscité des débats désespérés dans le monde scientifique. De nombreux scientifiques accusent la NASA de dissimulation délibérée de faits, prouvant que ces chefs-d'œuvre ont été créés par une civilisation extraterrestre. Le professeur Stanley McDaniel, auteur du livre Rapport McDaniel, exprime des soupçons selon lesquels la NASA craint de perdre son financement public si elle laisse entendre une fois de plus l'existence d'artefacts d'origine extraterrestre dans l'espace. Les dessins martiens ne peuvent guère être qualifiés de caprices de la nature. Cependant, les représentants de la NASA s'accrochent obstinément à cette version, renonçant complètement à toute supposition sur les capacités architecturales des extraterrestres. Stanley McDaniel, après avoir soigneusement étudié les photographies du portrait martien, en est venu à la conclusion que la NASA cache clairement quelque chose. Les scientifiques de la NASA, défendant leur version, ont construit une chaîne de faux éléments de preuve, si fragile qu'elle ne résiste pas à la critique des chercheurs sérieux. Les débats autour de la mystérieuse photo qui aurait capturé une faible attraction humaine se sont intensifiés. Les services de la NASA
affirme qu'il s'agissait d'une illusion d'optique qui a disparu lors d'une nouvelle prise de vue. Pendant 17 ans, la NASA a parlé d'une certaine photographie qui montrait un jeu de lumière et d'ombre fantaisiste. Cependant, ils ont récemment dû admettre qu'aucune telle photographie n'existait. La question de savoir comment des personnes consacrées à l'étude d'autres mondes ont pu cacher une telle découverte reste ouverte. Le satellite programmé Mars Observer, lancé en 1992, avait pour mission de dissiper définitivement toutes les illusions d'optique et non optique. Mais à l'approche de Mars, le satellite a soudainement subi une panne et la communication avec lui a été perdue. Certains ufologues estiment qu'en réalité, le satellite est intact et qu'il s'agit d'une nouvelle ruse de l'agence spatiale désireuse de préserver ses secrets à tout prix. La NASA n'a auparavant pas permis la transmission directe de données depuis des satellites. Le plus souvent, les monteurs étaient contraints de travailler soigneusement sur la pellicule. Cependant, même l'équipe la plus vigilante n'a pas pu empêcher qu'un fragment saisissant ne se retrouve dans les pages des journaux OVNI. C'était un matériau transmis depuis la navette par câble de télévision aux États-Unis. Les navettes spatiales, véritables chevaux de bataille de l'astronautique américaine, ont pendant de nombreuses années transmis sur Terre leurs rapports vidéo de travail. Des fragments de ces rapports, selon les ufologues, confirment l'existence d'extraterrestres. Lors d'un des vols de la navette, qui était diffusé en direct, les caméras sont restées allumées et de nombreux téléspectateurs ont eu le temps de trouver le bouton d'enregistrement sur leurs appareils. La transmission se faisait par le sélecteur de la NASA sur l'un des canaux de télévision câblés des États-Unis. Et probablement, les employés de la NASA se tiraient les cheveux de désespoir, car les téléspectateurs ont enfin vu un ovni. Certains spécialistes qui suivaient la diffusion en sont arrivés à la conclusion que notre navette avait été attaquée par un ovni. Cependant, des responsables de la NASA ont expliqué que ce qui se passait était un rejet d'eau usée, qui devenait instantanément verte dans l'espace ouvert. Le représentant de la NASA, le docteur Jack Keisher, affirme qu'il ne s'agit que de glace ordinaire et rien de plus. Le docteur Keisher, professeur de physique à l'université de l'État du Nebraska, déclare « Je me suis basé sur les hypothèses des experts de la NASA et j'ai essayé de prouver qu'il s'agissait réellement de fragments de glace. J'ai vérifié les angles de déplacement, les vitesses, rien à voir avec de la glace. Vous comprenez, de telles choses ont été étudiées depuis longtemps et maintenant, elles sont enseignées à l'école. Ce ne pouvait pas être des météorites ou des satellites, car ils se déplacent à des vitesses linéaires. Donc, c'était des ovnis. Il ajoute qu'il ne reste plus qu'à préciser l'origine de ces appareils pilotés, qui se trouvaient à environ 15 km de la navette. Je vous le dis clairement, ils sont extraterrestres, car aucune personne sur Terre ne pourrait supporter une telle accélération, souligne-t-il. Si le docteur Keisher a raison, et que les fragments de glace de la NASA sont en réalité des vaisseaux extraterrestres, alors l'enregistrement controversé prend un sens tout à fait différent. Par exemple, que signifient les fines filaments d'un fil blanc qui s'étendent vers l'un des objets? Cela pourrait indiquer que le vaisseau spatial est sous le feu, et que l'OVNI manœuvre pour éviter une collision avec des missiles, et y parvient. Au milieu des années 70, le développement du programme de la défense stratégique, prétendument pour se protéger contre les missiles nucléaires soviétiques, a commencé. Peut-être que ce n'était qu'un prétexte pour commencer une guerre secrète en orbite terrestre. Si la version de ce qui s'est passé sur la navette s'avère vraie, alors nous aurons une preuve solide de la visite de la Terre par des extraterrestres, qui, soit dit en passant, échappent facilement à notre armement ultramoderne. Ainsi, peut-être que c'est ici que se cache la clé des secrets spatiaux de l'agence NASA, peut-être que les guerres stellaires ont déjà commencé, et que nous n'en savons rien. À ce jour, la situation est la suivante. Un groupe d'ufologues porte de graves accusations contre l'agence spatiale mondialement connue, bien que sans preuves suffisantes. Mais que se passerait-il si ces preuves étaient finalement découvertes? Si la NASA cache réellement des faits choquants sur des extraterrestres d'autres mondes? Peut-être est-ce une tentative d'éviter un bouleversement général. Des événements récents en orbite terrestre suscitent des inquiétudes. Des objets étranges ont été enregistrés sur des vidéos réalisées par les caméras de la NASA. Lors d'un agrandissement, l'un d'eux s'est révélé très similaire à un type bien connu d'OVNI, le triangle volant. Sur l'enregistrement, on peut voir les opérateurs de la NASA surveiller attentivement plusieurs de ces objets.
qui tournent au-dessus de nos têtes, alors que nous continuons à les considérer comme inoffensifs. Il existe de nombreux de ces objets, si bien que les caméras des navettes n'ont littéralement nulle part où se cacher. Une des images a été prise il y a 10 ans, et une autre peu après. Quels sont ces objets étranges qui ont volé devant les caméras de la navette en mars 1994 ? Après l'histoire médiatisée de l'attaque contre la navette, la NASA a cessé de diffuser ses reportages vidéo à la télévision. Comme si leur imagination s'était tout simplement tarie, ils ont décidé d'arrêter les diffusions. La question demeure, quelle est la raison de la dissimulation des faits concernant la présence d'une intelligence extraterrestre en orbite terrestre ? Cela est probablement lié au résultat d'une étude commandée par la NASA au début des années 60. L'Institut de Brooklyn a reçu la mission de faire des prévisions sur les changements qui surviendraient pour l'humanité après un contact avec des extraterrestres. Les scientifiques ont tiré une conclusion triste. Le contact avec des civilisations extraterrestres avancées pourrait entraîner la destruction de nos institutions sociales. L'histoire regorge d'exemples où des cultures entières se sont effondrées lors de leur rencontre avec des systèmes sociaux auparavant inconnus. Une des chercheuses partage ses réflexions. Je n'ai pas de certitude à 100% que les autorités cachent la vérité sur Bonello. Mais je suis convaincu que, en apprenant l'existence d'une civilisation plus avancée, il nous serait difficile de le supporter. Néanmoins, elle souligne que nous ne sommes pas seuls et que ces êtres pourraient être plus évolués que nous. Que c'est réellement l'agence NASA sur ce qui se passe? Peut-être qu'un jour nous obtiendrons une réponse définitive à cette question. Dans les prochains épisodes de l'émission Les Journaux OVNI, des questions seront soulevées concernant le fait que des extraterrestres enlèvent réellement des personnes, et s'il est vrai que nous sommes des cobayes dans un projet scientifique intergalactique. Si c'est le cas, qui d'entre nous sera le prochain sur la liste des enlèvements? Aujourd'hui, dans l'émission Les Journaux OVNI, des réponses à ces questions seront fournies, et elles viendront de la première main. Parmi des millions de partisans de la théorie de la vie extraterrestre, seuls quelques-uns croient à l'enlèvement des humains par des extraterrestres. Si cela est vraiment le cas, alors nous devrions reconsidérer la signification de notre planète dans l'univers, ce qui pourrait s'avérer véritablement terrifiant pour beaucoup. La plupart des gens rient des rapports concernant des extraterrestres pénétrant dans nos villes, nos maisons et même nos corps, les considérant comme des contes de bande dessinée. Néanmoins, de tels rapports continuent d'affluer. Le premier d'entre eux date de 1961. Thomas Bellard, un employé d'un centre d'études des ovnis, se souvient du premier cas d'enlèvement largement connu, qui est survenu avec Barney et Betty Hill. En septembre 1961, alors qu'ils rentraient chez eux d'un voyage dans les montagnes du New Hampshire, ils remarquèrent une étrange lueur dans le ciel qui commença à les poursuivre. Bientôt, elle se retrouva tout près. Betty Hill se souvient en détail des événements de cette nuit-là. Barney prit des jumelles et sortit de la voiture pour voir quel était cet objet. Il aperçut une sorte de créature qui le regardait à travers le hublot du vaisseau. Pris de peur, ils s'enfuirent. Mais bientôt l'objet volant se suspendit juste au-dessus du toit de leur voiture. Ils entendirent un signal sonore et immédiatement, la voiture dévia d'elle-même de la route principale. La voiture s'arrêta devant une chaîne de créatures étranges bloquant la route. Les Hill sortirent et suivirent ces créatures dans un appareil qui apparemment était un vaisseau spatial. Betty Hill se souvient qu'à bord de cet appareil, ils subirent des procédures médicales. Ils examinaient les yeux, les oreilles, le nez, la gorge, prenaient des échantillons de cheveux et des prélèvements de peau. Puis nous avons été relâchés, raconte-t-elle. Après cela, ils entendirent à nouveau un étrange signal sonore et perdirent temporairement la mémoire de ce qui s'était passé entre ces deux signaux. Sur le chemin du retour, ils se souvenaient avoir vu un certain objet, mais tout le reste avait été effacé de leur mémoire. De telles histoires semblent incroyables. Existe-t-il des preuves réelles du récit des Hill? Ils ont signalé ce qui s'était passé aux autorités, et l'enquête sur leur affaire a été confiée à l'astronome en chef de l'USAF, Walter Webb. Selon lui, ainsi que d'autres spécialistes ayant étudié ce cas, Madame Hill ne comprenait que peu de choses en astronomie, mais elle avait une excellente mémoire. Robert Dean, chercheur et analyste scientifique, note qu'à bord du vaisseau, Betty était examinée et posait des questions.
Sur un mur, elle vit quelque chose ressemblant à une carte du ciel étoilé et demanda au principal des créatures ce que c'était. Il répondit que c'était leur secteur natal de la galaxie. Cette carte s'imprima dans la mémoire de Betty et plus tard, elle esquissa schématiquement ce qu'elle avait vu sur le mur du vaisseau. Personne ne pouvait comprendre ce dessin, sauf une femme remarquable nommée Marjorie Fish. Après 6 efforts, Marjorie a réussi à déchiffrer le croquis de Betty. Elle a obtenu une carte sur laquelle se trouvait une paire de constellations inconnues de la science jusqu'à la fin des années 60. C'était une découverte incroyable. Grâce à la carte, Betty a pu établir la patrie des extraterrestres, un système stellaire que nous appelons le réseau Zeta. Si le tableau peint par Betty s'avérait exact, il faudrait également croire au reste de son récit sur l'enlèvement. Mais où sont les preuves que cette carte lui a été montrée par un extraterrestre de l'espace ? Betty et Barney ont depuis longtemps abandonné. Toutes ces années, peu de gens les ont crus, et même l'histoire de la carte n'a pas aidé. Cependant, tout ce qui s'est passé a profondément affecté leur psyché, et beaucoup pensent qu'ils disent dans la vérité. Néanmoins, cette histoire n'a pas dépassé un cercle restreint de chercheurs. L'événement concernant Barney avait presque été complètement oublié lorsque, en 1973, les pages des journaux et les écrans de télévision se sont couverts de messages sur un nouvel enlèvement. Charlie Hickson et Kevin Parker étaient des citoyens ordinaires avec des passe-temps habituels. Le 11e octobre 1973, ils pêchaient sur le fleuve Mississippi quand soudain ils ont entendu un bruit et vu une tache lumineuse bleue qui a rapidement pris la forme d'une soucoupe volante. De l'objet sont sorties 3 créatures ressemblant à des robots. Hickson et Parker affirment qu'ils ont été emmenés à bord du OVNI où des analyses et des prélèvements de peau ont été effectués sur différentes parties de leur corps avant d'être relâchés. Kevin Randle, auteur du livre L'histoire des crashs d'OVNI, note que l'enlèvement de Hickson et Parker a été largement couvert par la presse. Ce cas a acquis une renommée mondiale et a rappelé aux chercheurs l'enlèvement de Betty et Barney Hill, survenu 10 ans auparavant. Des recherches de preuves ont commencé, mais ces preuves existent-elles réellement ? Beaucoup ont parlé d'un plan homogène, mais était-il vraiment présent ? Et que cachent les discussions sur l'impact psychologique sur les enlevés ? Aujourd'hui, nous tentons de répondre à toutes ces questions. Beaucoup notent que les histoires d'enlèvement sonnent remarquablement convaincantes, mais elles ne sont pas étayées par des faits scientifiques. Cependant, peut-être qu'il existe une exception à cette règle. Bud Hopkins, qui a consacré sa vie à l'examen des personnes affirmant avoir été enlevées par des ovnis, déclare « Au cours des 20 dernières années, j'ai travaillé avec plus de 500 de ces personnes et je suis convaincu que la plupart d'entre elles ont réellement été enlevées. » Après un enlèvement, diverses traces apparaissent sur le corps de la victime. Par exemple, si quelqu'un parmi les enlevés affirme que des extraterrestres ont fait quelque chose à sa cuisse, je trouve réellement là une petite éraflure ou une cicatrice due à une coupure. Le professeur David Jacobs a écrit plusieurs livres consacrés au sujet des enlèvements. Il estime avoir de nombreuses preuves de l'existence de ce phénomène. J'ai vu des cicatrices qui sont apparues sur le corps quelques heures après l'enlèvement. Bien que cela soit physiologiquement impossible, je l'ai observé. Les cicatrices peuvent se former à des endroits très variés. Mais qu'en est-il des implants extraterrestres ? Peut-être qu'ils confirmeront la réalité des enlèvements. La plupart des personnes enlevées ont des objets implantés. Les gens se souviennent d'un certain instrument qui a touché leur visage. Ils décrivent un bruit croustillant ou une sensation lorsque cet instrument s'est enfoncé dans le cartilage au-dessus du nez, laissant là une sorte de petite bille. Des objets similaires ont également été trouvés dans les oreilles. On m'a tiré l'oreille du crâne et ensuite cet instrument a été enfoncé dedans. En se réveillant le matin, les gens trouvent du sang sur l'oreiller, ainsi que du sang provenant du nez ou de l'oreille. Voici l'histoire d'une fillette de 9 ans dont toute la famille a été touchée. Un matin, elle s'est réveillée avec le souvenir d'un visage étrange la regardant. Eh bien, son visage était encadré par une longue et profonde coupure en bas. Aux urgences, on lui a mis 18 pointes de suture. Les médecins ont dit que la coupure avait été faite avec un scalpel. Elle était très profonde, mais la fillette ne se souvenait de rien. Elle ne s'est même pas réveillée à cause de la douleur. Cela s'est produit pendant la nuit, et tous les membres de sa famille ont vécu quelque chose de similaire. Voilà des preuves. De plus, au moment de l'enlèvement, les gens disparaissent littéralement de la surface de la Terre.
Si ce sont des enfants, les parents commencent à les chercher. Et les maris et les femmes commencent aussi à se chercher. En gros, ils disparaissent vraiment. La docteure Carla Turner a aidé de nombreuses personnes enlevées. Elle affirme que les personnes devenues victimes d'OVNI ne peuvent pas se remettre du choc et de l'horreur qu'elles ont vécu tout au long de leur vie. Je n'avais jamais prévu de devenir ufologue, mais ces êtres ont littéralement envahi ma maison et ma famille. Je ne pouvais tout simplement pas rester à l'écart. Je suis convaincu que quelque chose d'horrible est arrivé à chaque personne enlevée. Les traumatismes psychologiques qu'ils ont subis ont changé leur perception du monde. L'expérience montre que les enlevés peuvent vivre de nombreuses années sans se souvenir de ce qui leur est arrivé. Kathy Davis a probablement vécu la rencontre la plus horrible avec des êtres inconnus. Elle était enceinte et a perdu son enfant. J'ai rencontré Kathy en 1983. Elle m'a écrit au sujet de traces étranges sur l'herbe et des événements inhabituels qui y étaient liés. Monsieur Hopkins, c'est Katie Davis. Aidez-moi, je ne peux pas dormir. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Calmez-vous et racontez ce qui s'est passé. D'accord. Cela s'est produit au ranch. Il se passait quelque chose d'étrange autour. La porte du hangar était ouverte, bien que je me souvienne très bien l'avoir fermée. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, mais je n'ai vu personne. Ensuite, lorsque je travaillais dans le jardin, j'ai remarqué une tache brûlée sur la pelouse. Elle avait une forme parfaitement ronde, et je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. « Où est-ce que tu es, chien idiot ?» Il était terriblement effrayé, même il se cachait sous la voiture. Avant, il n'avait jamais agi ainsi. Quand je suis monté sur le porche, une lumière est tombée du ciel. Elle m'a aveuglé. Et puis je les ai vus. Ils m'ont attrapé et m'ont emmené quelque part. Il y avait cette horrible table. Il me faisait mal. Oh, comme ça fait mal. Mon enfant, ils ont pris mon bébé. L'histoire de Katie est à la fois horrible et incroyable. Il pourrait y avoir une autre explication à la perte soudaine de sa grossesse. Nous avons effectué divers tests et tous ont montré des résultats négatifs, donc vous n'êtes pas enceinte. Mais Katie est convaincue qu'elle était enceinte avant de rencontrer les extraterrestres. Peut-être qu'elle se trompait. Et son enlèvement n'était qu'un rêve vif. Je ne doute pas que les extraterrestres s'intéressent beaucoup au processus de reproduction humaine. Et la disparition d'un fœtus n'est pas rare lors des enlèvements. Un nouvel enlèvement n'est pas non plus rare, et il est probable que cela m'est arrivé aussi. Lorsque suffisamment d'informations ont été accumulées, l'une des participantes a décidé d'en discuter avec d'autres membres de sa famille. Au cours d'une conversation de plusieurs heures, son ex-mari, regardant sa femme actuelle, a déclaré « Il semble que cela soit arrivé lorsque nous avons perdu notre enfant ». À quoi elle a répondu « Mais je n'ai jamais eu d'enfant ». Il insistait « Allez, tu dois te souvenir ». En 1970, elle prenait des contraceptifs, mais elle est quand même tombée enceinte. Quelques mois plus tard, elle a subi une fausse couche douloureuse. Elle était en état de choc et ne lui a pas permis d'appeler un médecin. Malgré ses paroles, elle se souvenait d'une toute autre chose. Le plus désagréable avec les enlèvements, c'est leur répétition. Une fois qu'ils se sont produits, ils poursuivent une personne toute sa vie. Si vous avez été enlevé par des extraterrestres ne serait-ce qu'une fois, vous n'êtes pas à l'abri d'enlèvements répétés. C'est cela le plus terrible. Les histoires d'enlèvement sonnent de manière effrayante comme si elles étaient vraies. Mais peut-être ne sont-ce que des inventions talentueuses. Elle n'a jamais vu d'invention qui semblait aussi réelle. Les histoires deviennent encore plus crédibles lorsqu'elles sont corroborées par de nombreux témoins. Il existe de nombreux cas de ce type, et les témoins sont des personnes dignes de confiance. Les cas d'enlèvement les plus célèbres ont été observés par des centaines de personnes. Imaginez-vous à leur place et essayez de croire à ce qui se passe. Étrangement, les autres habitants de New York n'ont rien vu. Cela arrive. Alors, un objet volant est-il apparu au-dessus de New York et que faisait-il avec son faisceau lumineux? Et en fait, qui l'a vu? Décomposons tout cela dans l'ordre. En étudiant de nombreux rapports sur les enlèvements, les chercheurs ont découvert que dans la plupart des cas, les gens avaient subi une influence hypnotique qui bloquait leurs souvenirs de ce qui s'était passé. Néanmoins, les gens gardaient des souvenirs indépendants. Tout cela est déjà impressionnant. Et la présence de témoins extérieurs rend ces histoires encore plus crédibles.
Dans le cas d'une femme, comme dans beaucoup d'autres, la victime se souvenait clairement que, dans un état de paralysie, elle avait vu une sorte d'être près de son lit. Lorsqu'elle a été soumise à une hypnorégression, elle a rappelé comment une certaine force l'avait entraînée à travers la fenêtre, puis l'avait élevée quelque part. « Vous avez vu la lumière, que s'est-il passé ensuite ?» lui ont-ils demandé. « Elle a envahi toute la pièce. Et je ne savais pas quoi faire. Une créature est apparue. Alors, que s'est-il passé ensuite ?» ont-ils continué à interroger. « Elle s'est dirigée vers moi. Elle a tendu les mains et a touché mon visage. Et après cela, je ne me souviens de rien. J'avais une sorte de voile devant les yeux et tout mon corps était engourdi. Je me souviens juste que je flottais dans les airs. La lumière m'aveuglait, puis je me suis retrouvé dans un vaisseau, dans un énorme vaisseau. Ils m'ont allongé sur une table et ont commencé leurs expériences. Ils m'ont piqué avec des objets en métal. « Que s'est-il passé ensuite ?» lui ont-ils de nouveau demandé. « Je ne peux pas dire. » La partie la plus intéressante a commencé lorsque le chercheur a commencé à discuter avec des personnes coincées dans un embouteillage et qui avaient vu tout cela de l'extérieur. Ils ont vu un vaisseau suspendu au-dessus de la maison de Linda. Pétrifiés de terreur, ils ont observé le faisceau profond dans lequel sont soudainement apparues 4 silhouettes immobiles. Comme des papillons de nuit, ces silhouettes ont quitté la fenêtre de Linda. D'abord un extraterrestre, puis Linda en chemise de nuit, suivie de 2 autres extraterrestres. Les 4 ont été aspirés dans le fond du vaisseau, après quoi, il s'est élevé dans les airs. Il est important de noter que tous les témoins se trouvaient à des endroits différents. L'un près de la maison de Linda, un autre sur le pont de Brooklyn, et les 3e et 4e dans d'autres quartiers. C'est pourquoi le chercheur ne doutait pas de la véracité de cet événement. Si l'on considère l'enlèvement comme une vérité indiscutable, alors une question légitime se pose. Pourquoi ? Un des témoins de l'incident, un enquêteur, était une figure politique très influente. Peut-être que les extraterrestres voulaient lui montrer de quoi ils sont capables. Mais pourquoi les extraterrestres enlèveraient-ils des gens, puis les relâcheraient-ils, même avec la mémoire effacée ? Peut-être que les pilotes d'OVNI, qui qu'ils soient, essaient d'exercer une pression sur la politique mondiale. Mais comment savoir qui sera la prochaine victime ? Peut-être que les enlèvements ne sont qu'une partie d'un plan plus complexe. Il ne fait aucun doute que les enlèvements d'humains font partie d'un programme d'expérimentation mené par des extraterrestres. Mais quel est le véritable objectif de leur apparition sur Terre ? Les ufologues ont rassemblé des centaines de rapports sur des enlèvements. Et la question se pose, ces cas ont-ils quelque chose en commun ou sont-ils liés entre eux ? Les victimes des enlèvements proviennent de tous les milieux sociaux, des agriculteurs et ouvriers aux femmes au foyer, militaires et même enfants. Étonnamment, ce fait est généralement ignoré. Des enlèvements ont même eu lieu avec des professeurs d'université et des politiciens éminents. Un expert en ufologie affirme « Je dirais que nous avons entre les mains un cas clinique, c'est-à-dire que les extraterrestres utilisent des corps humains selon un certain programme. Mais nous ne savons pas quel est l'objectif final de ce programme. » Vicky Cooper-Ecker, rédactrice en chef du magazine No, partage ses réflexions. Il est agréable de garder en soi l'idée que l'humanité fait partie de cette immense communauté que nous appelons l'univers et que nos grands frères veillent sur nous. Cependant, selon elle, il n'est pas évident que les extraterrestres se précipitent pour aider l'humanité dans sa lutte contre le cancer, les conflits militaires et d'autres problèmes. Au lieu de cela, ils prennent notre chair et notre énergie. Ils prennent des échantillons de notre chair et nous ne savons pas ce qu'ils en font. De plus, ils prennent notre énergie émotionnelle. Ils nous traitent comme des vaches. Et c'est une rue à sens unique. Ils ne nous donnent rien en retour. D'un autre côté, les extraterrestres ne semblent pas vouloir conquérir l'humanité ou lui faire du mal. Beaucoup d'ufologues pensent que les extraterrestres collectent du biomatériau sur Terre pour sauver leur race dégénérée. Mais Vicky n'est pas du genre à croire à de telles théories. Quoi qu'on en dise, ces expériences, selon les observations, ont un caractère génétique, affirme-t-elle. De nombreux témoins décrivent de petites créatures qui ne ressemblent ni à des humains ni à des extraterrestres, mais plutôt à quelque chose entre les deux. La plupart des enlevés les qualifient d'hybrides. Je considère que la production de tels hybrides est le principal objectif des enlèvements, déclare l'expert. Cependant, personne ne sait pourquoi cela est nécessaire. Selon elle, l'humanité n'a pas réussi à résoudre certains problèmes
qui préoccupent ceux qui ont déjà surmonté ces difficultés. Les expériences génétiques, la dégénérescence des races, tout cela semble être des conjectures futiles, entourées du phénomène des ovnis, ajoute-t-elle. Mais pour ceux qui sont devenus victimes d'enlèvements, c'est une réalité terrifiante qui a changé leur vie à jamais. L'humanité est-elle vraiment l'objet d'une expérience cosmique inconnue ? Quels sont les objectifs des habitants des étoiles qui viennent sur Terre ? Et quand expliqueront-ils enfin leurs intentions ? Peut-être que l'enlèvement n'est qu'une préparation à une future coopération interplanétaire. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse à toutes ces questions, et le phénomène des enlèvements reste l'une des énigmes les plus effrayantes dans les chroniques des OVNI.